Donc rappeler, Marine Le Pen, que vous êtes présidente du Front National et que vous faites les gros titres de l'actualité. En effet, d'après le baromètre d'images du Front National 2014 réalisé par TNS Sofres pour Le Monde, France Info et Canal+, et publié hier après-midi dans Le Monde, un Français sur 3 adhérerait donc à vos idées. Autrement dit, un tiers des Français a voté ou serait prêt à voter pour votre parti. Un autre sondage, celui du Cevipof, paru fin janvier dernier, faisait part, à l'inverse, d'un sentiment parfois mitigé à votre égard. Près d'un Français sur 2 pense que le Front National représenterait un danger pour la démocratie. À cela s'ajoute tout de même la course municipale, où vous devez essayer de coller à vos ambitions, qui pour l'instant ne sont pas totalement réalisées sur les listes à remplir et à présenter pour ces élections. Et puis vous vous êtes prononcé, et ce sont des sujets d'actualité tout récents, sur le vote contre l'immigration de masse en Suisse, pour lequel vous avez salué la lucidité des Suisses en appelant, on l'a appris encore hier, à faire un référendum en France sur cette question. Alors Marine Le Pen, faut-il en croire ce que dit Le Monde qui débarre au fond son analyse sur vous? Êtes-vous un paradoxe si l'on comprend que l'entreprise de dédiabolisation a fonctionné pour vous, que les gens vous trouvent plutôt sympathique, chaleureuse dit-on, mais que le Front National ne convainc pas encore tout à fait à la même hauteur sur les idées? Ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir le même sondage sur l'UMP et le PS, voyez-vous, car je suis tout à fait sûr que sur toute une série de sujets, l'UMP et le PS seraient très largement en dessous des taux d'adhésion que recueille le Front National. Notamment sur ces près de 60% de Français qui pensent que le Front National est proche des préoccupations des Français, s'attache à leurs problématiques réelles, de la vraie vie, comme je disais, puisque je présentais le Front National comme le parti de la vraie vie. Donc ce que je crois, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir cette courbe et de voir que année après année, le Front National se rapproche du pouvoir. Voilà, je crois que c'est cela qu'il faut en tirer, c'est-à-dire se rapproche de seuils électoraux qui sont de seuils de potentiels électoraux, pour être tout à fait juste, qui sont des seuils qui envoient des présidents de la République à la tête de l'État. Or, c'est le seul objectif du Front National, arriver au pouvoir pour appliquer ses idées. Marine Le Pen, et donc, on peut que se réjouir de cela. Ce paradoxe, 34% des personnes interrogées donc, qui adhèrent aux idées du Front National, mais la moitié qui considèrent qu'il représente quand même le Front National un danger pour la démocratie. Est-ce que c'est le symptôme de ce qui est souvent décrit au Front National, une certaine divergence de point de vue entre vous et la base du parti? Non, c'est juste la conséquence que nous sommes David contre Goliath. Nous sommes seuls à nous défendre, il faut bien dire, contre une quasi-unanimité, notamment médiatique, je le rappelle ici quand même particulièrement, où le Front National est systématiquement présenté. On sait bien que tout le monde... Vous ne répondez pas vraiment à la question. Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Tout le monde n'adhère pas vraiment pourquoi foncièrement. Vous me coupez? Parce que vous ne voulez pas que je dise que dans le bureau du service politique de France Culture, il y a les affiches de la dernière présidentielle de tous les candidats, jusqu'à Eva Joly, M. Dupont-Aignan, M. Poutou, M. Sarkozy, etc. Sauf l'affiche de Marine Le Pen. C'est ça que vous n'avez pas envie que je dise. Eh bien, je le dis en public. Elle était payante, votre affiche, voilà. Marine Le Pen, dans vos meetings. Elle est payante. Il fallait les payer pendant les meetings. Mais n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est très révélateur. Est-ce qu'il y a une coupure entre vous et la base du parti politiquement ? Vous acceptez dans la définition que vous faites, vous, de la démocratie, tous les mouvements politiques, mais que vous rejetez le Front National. Eh bien, quand ça s'est répété tous les jours, il y a un certain nombre de gens qui peuvent être effectivement sensibles à cette analyse. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Ce qui prouve d'ailleurs que toutes ces campagnes de diabolisation ne fonctionnent pas. Et je m'en réjouis, bien sûr, car elles sont profondément injustes. Et l'on va, très certainement, tenant compte que ça ne fonctionne pas, le système va finir par aller sur le fond. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parler du fond des idées. Or, je remarque également que sur le fond des idées, il y a de plus en plus de Français qui sont majoritairement d'accord avec les grandes options qui sont celles du Front National, qu'il reste encore de la pédagogie à faire sur un certain nombre de sujets qui bien souvent sont caricaturés ou sont quasiment sous omerta, et c'est le cas de l'euro. Vous dites le débat n'est pas interdit, mais ce que vous avez fait n'est pas un débat. C'est une prise de position. Non, ça c'est une chronique. Oui, mais c'est une prise de position absolument partiale sur un sujet qui, il faut l'admettre, n'a
n'a pas encore fait l'objet d'un débat en France, comme ça a été le cas en Italie, comme c'est le cas en Allemagne. Mais le 8h15, 8h45 sera consacré à cette question-là, ne vous inquiétez pas, Marine Le Pen. Mais tout de même, non, pour continuer, il y a, rappelons, 40% des personnes interrogées pour le sondage que je citais, vous trouvent sympathique, chaleureuse, honnête, inspirant confiance et pensent que vous avez de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la France. Bon, champagne, formidable, mais c'est vrai tout de même qu'on lit ensuite qu'il y a 64% des Français qui n'approuvent pas tout sur la question, par exemple, justement de l'euro, ou 72%, alors on peut, après les chiffres, vous me direz, mais quand même, qui rejettent la question de la priorité nationale en matière d'emploi. Est-ce que ça veut dire que, encore une fois, vous avez réussi effectivement très bien à vous faire entendre, à vous faire accepter, et la preuve en est que vous êtes ici comme partout ailleurs, mais que sur la question des idées, il y a encore du travail, et qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas synchrones tout à fait entre le Front National, ce qu'est le Rassemblement Bleu Marine et vous-même. Non, parce que d'abord, c'est le choix du monde d'avoir posé ces questions-là, parce que je remarque qu'on n'a pas interrogé les Français sur l'adhésion à d'autres idées fondamentales du Front National. Le protectionnisme intelligent, les Français sont pour au niveau national, pas seulement au niveau européen, ils sont majoritairement pour, mais ça n'a pas été testé. Plus de France, moins d'Union européenne, ça n'a pas été testé, les Français sont majoritairement pour. La laïcité restaurée, ça n'a pas été testé, les Français sont majoritairement pour. La tolérance zéro, c'est pareil, la régulation forte de la mondialisation. Alors prenons un cas, par exemple, la priorité nationale, mesure que les Suisses viennent de décider par référendum d'ailleurs. La manière dont la question est posée, je la conteste, car on pose la question aux Français en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour que les Français aient une priorité d'accès à l'emploi par rapport aux immigrés? Ça veut rien dire comme question, parce qu'il y a des Français qui sont immigrés. Bon, or, ça n'est pas ça la priorité nationale. C'est accorder un accès prioritaire à l'emploi aux Français par rapport aux étrangers. Voilà, à compétences égales. Vous voyez que déjà là, il y a un problème sur la formulation de la question. Quant ça serait la question que vous aimeriez poser en référendum sur l'immigration? C'est le sens de la demande de référendum. Écoutez, moi, si on pouvait demain organiser un référendum exactement du même type que celui qui a été organisé en Suisse sur l'arrêt de l'immigration de masse et la priorité nationale en même temps, évidemment, je m'en réjouirais. D'ailleurs, j'ai lancé sur le site du Front National une pétition à ce sujet. Comment vous analysez la réaction des patrons suisses qui sont inquiets et qui disent il y a quand même un intérêt à l'immigration, à l'arrivée comme ça de main-d'œuvre, on en manque? Et il y a un problème à ce niveau-là. C'est vrai qu'un intérêt, ils sont catastrophés. Ah oui, ils sont catastrophés. Vous vous rendez compte, on va pas pouvoir utiliser l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Oh, c'est catastrophique. Suisse, ça va. Mais non, madame. Si. Non, mais vous dites ça n'est pas vrai. Car pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de Français vont en Suisse, vous le savez bien, c'est parce que les salaires en Suisse sont bien plus importants que les salaires en France. Et que par conséquent, plus il y a de concurrence de la part d'Européens qui ont des taux de salaire très bas, et plus ça tire à la baisse les salaires suisses, exactement de la même manière qu'en France, les salaires sont tirés à la baisse par la venue d'étrangers. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. C'est ça la question. Les patrons s'interrogent aussi sur la façon dont on va organiser l'établissement de ces quotas. Est-ce que c'est par région ou par canton? Est-ce que c'est par branche? Mais ça permettez-moi, c'est de leur cuisine interne. Oui, mais enfin, ils dénoncent de la bureaucratie supplémentaire. Non, mais la vraie question, c'est le peuple a-t-il le droit de maîtriser ses frontières, oui ou non? Le peuple a-t-il le droit de décider qui entre et qui se travaille sur son territoire, oui ou non? Les Suisses ont dit oui. Et je crois qu'une majorité de Français, si on leur posait la question, dirait oui aussi. Or, il nous est imposé... Daniel Cohn-Bendit a dit que sans doute le pourcentage serait même bien plus fort en France. Et il a tout à fait raison. Oui. Et il a tout à fait raison. Nous sommes donc contraints à une libre circulation auquel le peuple français n'adhère pas. Eh bien ça, je suis désolé, mais c'est profondément antidémocratique. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'on fait fi de la souveraineté du peuple et qu'on lui interdit de s'appliquer à lui-même les règles qu'il décide, alors on est en oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre de gens qui défendent d'ailleurs leurs intérêts et qui imposent à l'immense majorité une politique qui nuit aux intérêts de l'immense majorité. Enfin, cela dit, le principe de l'accès au travail pour tous, ce n'est pas un principe en soi forcément démocratique, c'est un principe républicain, tout simplement. Ça veut dire quoi? Que l'accès à tous, pas de discrimination, l'accès au travail à tous. La République ne choisit pas. Non mais excusez-moi, monsieur. Dans la République française, il a toujours été acquis qu'on pouvait mettre en place des systèmes différenciés en fonction que vous ayez la nationalité française. Différenciés, mais pas discriminants. Non mais différenciés. C'est le critère ensuite qui va poser problème. Non mais monsieur, ça ne pose aucun problème. Et je vous renvoie à des analyses qui ont été faites d'ailleurs par des
constitutionnalistes, par des spécialistes de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit qu'un pays a parfaitement le droit de maîtriser son immigration et qu'il a parfaitement le droit à condition de changer la de Constitution. mettre en place une priorité nationale à l'embauche. C'est d'ailleurs, encore une fois, ce que vient de faire la Suisse, qui ne me paraît pas être le parti totalitaire auquel on pense immédiatement. Cela dit, parti totalitaire qui n'a jamais voulu s'associer à vous, l'UDC. Comment expliquez-vous cela? Vous avez, je crois, souvent voulu être un partenaire de l'UDC. L'UDC a toujours eu quelques réticences à vous accompagner éventuellement. Mais monsieur, encore une fois, ça n'a strictement aucun rapport avec ce dont nous parlons. C'est quand même l'UDC qui a réussi à faire voter ce que vous souhaitez en France. Même UDC qui ne vous voit pas d'un œil très favorable. Mais la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Moi, je cherche à faire mais je parle de l'UDC. Un groupe au Parlement européen. L'UDC n'est pas au Parlement européen. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais dans les soutiens que vous avez recherchés de partis qui pourraient ressembler aux vôtres, je crois que l'UDC n'a pas souhaité donner nous avons une des suite. contacts avec un certain nombre de personnes de l'UDC. Pas toutes, pas monsieur Bloreur. Mais ils ont eu des mots très très durs quand même sur le Front National. Non, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils ont une mauvaise image. Oui, ils n'ont pas une bonne image non plus. Ils ont probablement une image qui est déformée de nous. C'est pas grave. Non, ils sont peut-être comme les Français, ils ont une bonne image de vous, mais pas du parti. Non, cette image, elle est construite, monsieur, par une élite qui en Suisse est elle aussi elle était contre ce référendum, l'élite. Vous vous souvenez, c'est comme pendant la Constitution européenne, 99% des députés et des sénateurs étaient pour la Constitution européenne, l'intégralité des médias était pour la Constitution européenne, les patrons étaient pour la Constitution européenne, les syndicats étaient pour la Constitution européenne, mais 55% du peuple était contre. Voilà, cette fracture entre les élites et le peuple, elle existe, elle s'aggrave, elle s'élargit. C'est vrai en France, c'est vrai en Suisse, et c'est vrai, hélas, dans beaucoup de pays européens. Bon, la priorité nationale, si c'est pas possible en France, en raison de ce préambule à la Constitution de 46 qui est toujours en vigueur, chacun a le droit de travailler, le droit d'obtenir un emploi. Si ça correspond pas, si ça colle pas, on fait quoi? On change la Constitution? Bien sûr, mais vous savez combien de fois elle a été changée, la Constitution française, dans les dernières années? Le préambule de 46, il a pas été modifié entendu, depuis 46. On modifie la Constitution en indiquant, je suis désolé, mais enfin à ce moment-là, si on vous suit, il faut que le droit de vote soit accordé à tout le monde. S'il faut aucune discrimination partout, je demande à personne de me suivre, je pose alors des questions. il faut ouvrir l'intégralité de notre fonction publique aux étrangers. Je suis pas sûr que vous fassiez beaucoup d'amis là dans la fonction publique, parce que ils sont en général contre la priorité nationale, sauf quand il s'agit d'eux-mêmes quand même. Bon, voilà. Donc il y a effectivement des différences de traitement qui sont parfaitement, encore une fois, légaux entre des étrangers et des Français, et la priorité nationale est de ce cas-là. Et s'il faut modifier la Constitution, eh bien, elle sera modifiée comme elle a pu l'être, encore une fois, par le passé en France à multiples reprises. Quel serait le coût profitable justement à cette mesure, dans la mesure où tout de même il n'y a pas tant d'étrangers que ça en France finalement? Non. Par rapport à la Belgique. Non, on peut comprendre que les Suisses c'est 23%. Non, il n'y a pas beaucoup d'étrangers en France, bien sûr. Ça n'a pas augmenté depuis 10-15 ans. Non, ça n'a pas augmenté. Non, c'est les chiffres sont à peu près constants. Oui, d'ailleurs, les Français sont donc tous stupides. Il y a même plus de renvois. Ou fous. Parce qu'il y en a 70% qui pensent qu'il y a beaucoup plus d'immigrés aujourd'hui qu'hier. Vous voyez, parce qu'ils ont des yeux et des oreilles, et qui vivent dans la vraie vie. Ils vivent pas dans un studio de radio. Bon, voilà, ils vivent dans la vraie vie. Je vous rassure. Et à partir du moment où vous nationalisez à tour de bras, vous naturalisez, à tour de bras, évidemment, vous maintenez le taux, entre guillemets, de chiffres des étrangers en France, toujours au même niveau. Vous avez fabriqué 100 000 Français par an. C'est une question de flux d'entrée et de sortie, Agnès Benassi-Kéré. Oui, le flux est bas aussi. Le flux est bas. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, il est bas. On est au plus bas. Pays qui vivons une immigration de masse. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas discuter sur les chiffres avec vous, madame. Mais je peux vous dire une chose. Vous êtes en désaccord avec une immense majorité de Français qui, eux, se rendent bien compte que la France vit une immigration massive depuis des années maintenant, que celle-ci bouleverse les équilibres économiques, que celle-ci bouleverse les équilibres de nos systèmes de protection sociale, et qu'elle bouleverse aussi, dans un certain nombre de quartiers de plus en plus importants, notre culture, notre identité, notre mode de vie, nos valeurs. Sur la protection sociale, les études qui ont été faites, vraiment point par point, très sérieuses, montrent que l'immigration n'a pas d'impact sur les comptes sociaux. Si
s'il y a un impact, c'est un impact positif. Ah ben voilà, très bien. C'est Donc, la je voulais juste fameuse mettre ça étude dans de le Lille débat. que vous ressortez Non, à il y a chaque plusieurs fois. études là-dessus. Mais Il y a pourquoi vous des invitez études pas étrangères aussi. Il y a des Pourquoi études vous à invitez l'étranger. pas Madame Tribala à venir vous en parler? Parce que c'est drôle, c'est toujours les mêmes qui sont invités. Ah non, pas Ce du sont tout, ceux qui vont dans le Tribala vient à sens France Culture de ce régulièrement que aussi. les élites veulent faire croire non, au non, peuple. non, Voilà. pas ici, non. Il faut inviter Madame Tribala, elle va vous dire exactement l'inverse, Madame Tribala. Comme d'ailleurs un certain nombre d'autres sociologues, d'autres démographes qui viennent vous dire exactement l'inverse. Qui viennent vous dire que l'immigration, évidemment, coûte à la France et que d'ailleurs c'est si vrai que le gouvernement n'a eu de cesse, et tous les gouvernements, de refuser à ces chercheurs de pouvoir obtenir des chiffres fiables. Donc soit on manipule les chiffres, soit on les cache. Comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est ce que dit Madame Tribala, dont vous ne pouvez pas quand même la soupçonner qu'elle soit proche du Front National, puisqu'elle vient de la gauche. Elle aussi. Pour les étudiants étrangers, Marine Le Pen, tiens, une question sur cette circulaire Guéant qui a été abrogée en 2012. Est-ce que vous la réactiveriez, cette circulaire? Elle avait été dénoncée par les présidents d'universités, de grandes écoles, sur le thème ça nuit gravement à l'attractivité de la France, des filières françaises. Non mais monsieur, que nous formions des étudiants étrangers dans des proportions raisonnables et des vrais si possible. Parce que, encore une fois, ceux qui restent 8 ans étudiants, on peut quand même se finir par se poser la question, compte tenu du nombre, s'il ne s'agit pas de faux étudiants. Bon, non, c'est pas la majorité. Donc que nous accueillions des étudiants, que nous les formions, que nous d'ailleurs fassions une sorte de préférence aussi à l'égard des pays francophones, puisqu'il s'agit aussi du rayonnement de la France, est une chose. Mais après, il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Car si c'est pour rester en France, à quoi ça sert ? Quelle est l'utilité de former des étudiants étrangers qui vont rester en France pour occuper des emplois ? Qui est formée et qui peut aussi ensuite là aussi, devenir ambassadrice. Les entreprises rêvent. Les entreprises en rêvent. Les entreprises en rêvent, oui, d'accord. Bien sûr. Mais le problème, madame, c'est que moi, je défends les intérêts du peuple. Et les entreprises, elles rêvent d'avoir des gens bien formés. Oui. Mais s'ils sont français, c'est quoi ? C'est un inconvénient, madame ? Elles rêvent qu'ils soient étrangers. Ça veut dire qu'il vaut mieux être étranger en France que français. Avoir quelqu'un qui parle chinois dans nos entreprises, c'est bien, madame. Alors, l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Mais il n'en demeure pas moins que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on forme des étudiants qui, après, retournent dans leur pays, puis justement participer au développement de l'influence de la France par l'intermédiaire des études qu'ils ont pu faire. Et puis qu'ils aident au développement économique de leur pays. Car c'est ça l'objectif aussi. C'est d'aider ces pays à se constituer des élites, un corps médical, un corps d'ingénieurs, et pouvoir ainsi fixer les populations dans leur pays d'origine, parce que ces pays bénéficieront d'un surcroît économique. À 7h57, tout de suite, Brice, de quoi nous parlerez-vous à 8h15? La partie de débat où nous aurons largement le temps de revenir sur toutes ces questions, notamment d'économie. Marine Le Pen. Brice, bonjour. Assez vite parce qu'on était déjà en retard. Désolé. Oui, je voudrais revenir sur l'aspect protectionniste de votre programme et vous demander si vous pensez qu'il est réaliste dans le monde du 21e siècle, caractérisé par l'augmentation des échanges commerciaux entre les nations et la spécialisation. Je voudrais vous poser une question toute simple tout à l'heure. C'est si vous fixez des quotas sur l'importation des ordinateurs et des portables, comme semble présager votre programme, est-ce qu'on ne va pas se les procurer tout simplement au marché noir ? 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Rebonjour à vous, Brice. Rebonjour Marc. C'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes et ancien député socialiste, qui le dit. Les prévisions de rentrée d'impôts sont en dessous de ce que pouvait espérer l'augmentation de leur taux. Et les réductions de dépenses publiques demeurent quant à elles insuffisantes. Du coup, les prévisions du gouvernement pour 2014 sont jugées exagérément optimistes par les sages de la rue de Cambon. Le déficit public en 2013 se révélera supérieur au taux de 4,1% prévu. La dette publique va continuer à augmenter à un rythme à peine ralenti. Elle atteindra le seuil symbolique de 2000 milliards d'euros à la fin de cette année, soit 30 000 euros sur la tête de chaque Français. Nous persistons donc à vivre à crédit. Cela augure mal de la fin du quinquennat de François Hollande, car cela signifie que la vraie rigueur va bientôt commencer. Toutefois, si le président de la République parvient à imposer à sa majorité son plan de réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'ici à 2017. Or, on le sait, l'électeur de gauche a développé une véritable allergie au mot de rigueur que ses élus évitent de prononcer devant lui. Mais quand on en est à envisager le blocage de la progression à l'ancienneté des traitements de fonctionnaires, c'est qu'on a atteint le stade dit de l'austérité. Alors un véritable boulevard va donc s'ouvrir devant les diverses oppositions de droite, de gauche et d'ailleurs. Encore faut-il qu'elle propose un plan crédible de sortie de crise. Alors quelles sont les solutions que nous propose le Front National ?
La défense des petits contre les gros, c'est un thème qui permet de relier entre elles les deux moments de l'histoire du Front National, la période de Jean-Marie et la période Marine, qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre sur ce plan. Mais cela ne définit pas une politique économique. En outre, on fera observer que le relèvement uniforme des bas salaires de 200 € risque de provoquer la faillite de nombre de ces PME que vous prétendez défendre. D'autant que vous leur interdisez, Marine Le Pen, de répercuter cette hausse sur leurs prix puisque vous entendez les contrôler. Vous allez me répondre à tous ces arguments, mais j'en ai pas mal d'autres, vous allez voir. En outre, vous êtes beaucoup plus généreuse envers les fonctionnaires que le gouvernement socialiste puisque vous prétendez augmenter le point d'indice de manière significative pour les petits salaires et de manière moindre pour les hauts salaires. Voilà qui se révélerait peu compatible avec l'objectif affiché d'une forte réduction de la dette publique. Votre programme, Marine Le Pen, est bien français, en effet, puisqu'il est ultra-étatiste. Vous voulez le retour de l'État stratège investisseur avec la création d'un fonds d'industrialisation stratégique. Vous réclamiez la création d'une banque publique de financement des PME-PMI, eh bien la gauche l'a fait. Le relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu à 46%, le gouvernement l'a porté à 45%. L'alignement du niveau de la taxation des revenus du capital sur celui du travail, ça aussi c'est acquis. Vous pourriez peut-être voter la confiance au gouvernement Hérault si une partie de sa majorité l'abandonnait. Mais soyons sérieux, chacun le sait, là où votre programme économique est particulier, c'est dans le domaine monétaire, Agnès Benassi-Kéré vient de l'expliquer, et commercial. Je cite, « Déconstruction ordonnée de l'euro, retour bénéfique aux monnaies nationales qui permettra une dévaluation compétitive pour oxygéner notre économie. Puis, contrôle des mouvements de capitaux, nationalisation partielle des banques qui s'imposerait en effet dans une hypothèse. Retour au franc dévalué, bien sûr, pour donner la fameuse bouffée d'oxygène à nos exportations, si tant est que nos partenaires commerciaux ne s'avisent pas de faire la même chose, puisque tous les engagements de change fixe en Europe seraient rompus. Mais sachant, parce que tout le monde peut dévaluer comme on le fait nous-mêmes, mais sachant que notre facture énergétique, gaz et pétrole, flirte avec les 80 milliards d'euros cette année, je me demande combien cela pourrait nous coûter de rouler en voiture et de chauffer nos appartements avec des francs dévalués. Protectionnisme, avec des droits de douane, je vous cite encore, des droits de douane ciblés et des quotas d'importation. Des quotas d'importation, bon sang, alerte, les ordinateurs et les téléphones portables et les téléviseurs risquent de devenir en France des denrées rares puisque nous n'en produisons pas. Alors sur quels produits en provenance de France porteront les inévitables rétorsions des Chinois si vous limitez l'importation de ces produits? Les vins, les parfums et cosmétiques, à moins que ce ne soit nos ventes d'Airbus qui s'en trouveraient pénalisées. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Marine Le Pen. J'ai un vrai problème là, parce que vous n'avez pas lu le programme. Ah si, je l'ai bien. Je vais vous en donner une démonstration immédiate. Vous dites une augmentation de 200 € des salaires et que ça allait asphyxier les PME. Vous vous trompez totalement. Vous n'avez pas lu le programme, car il ne s'agit pas d'une augmentation du SMIC. Il s'agit de la prise en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales. Ça veut dire que les PME et les PMI ne verront pas augmenter d'1 € ce que ça leur coûte. Donc c'est des caisses de l'État alors. Exactement, monsieur. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le programme. Et cette dépense nécessaire pour relancer, encore une fois, le pouvoir d'achat, parce que donner 200 € à tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, augmenter de 200 € net, c'est exactement ce que les Français pensent. Ils pensent qu'en dessous de 1500 €, ils n'arrivent pas à vivre, vous voyez. Et moi, je pense comme eux. Je pense qu'il est très difficile de vivre avec le SMIC aujourd'hui. Or, ça n'entraîne pas 1 € de plus de charges pour les entreprises. C'est bien ça d'ailleurs, l'intelligence à mon sens de ce programme. Et c'est compensé, c'est financé par une cotisation sociale à l'importation de 3%. Et moi j'ai fait le calcul, il manque 25 milliards. Hein, non madame, je ne le crois pas. Car vous ne calculez pas dans cela la dynamique économique. Je sais que vous faites des livres, mais l'économie c'est un organisme vivant. Ça veut dire que lorsque on donne du pouvoir d'achat, il y a déjà 20% qui reviennent par l'intermédiaire de la TVA, surtout si c'est donné à des petits salaires. Et vous le savez bien, car les petits salaires quasiment dépensent l'intégralité dans la consommation. Voilà par exemple le type d'erreurs qui sont régulièrement commises. Vous dites, vous défendez les petits contre les gros. Comment allez-vous faire, dites-vous? Simplement par une fiscalité progressive, celle qu'avait promise effectivement François Hollande. Et qui, non, vous vouliez une tranche à 46, ils ont une tranche à 40, ils ont mis une tranche à 45. Des entreprises, l'IS que nous avons proposé effectivement de baisser pour les PME-PMI avec 3 tranches
15, 25, 33%, alors qu'aujourd'hui, les grosses multinationales payent en moyenne, vous le savez, 8% Non, ça d'impôts. c'est pas vrai, j'ai regardé récemment. Si, c'est vrai, alors que les PME, PMI payent plein pot, ce que je trouve être profondément injuste. Donc c'était une mesure de justice à l'égard des PME, PMI, dont je vous rappelle quand même qu'ils sont les grands pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. Ce ne sont pas les multinationales qui créent les emplois, ce sont les TPE, les PME et les PMI. Vous dites ultra-étatiste. Ah bon, mais De Gaulle était ultra-étatiste alors. Parce que le fait d'avoir un État stratège, en quoi est-ce ultra-étatiste? Le fait de dire qu'il existe des domaines dans l'économie française qui sont des domaines qui touchent à l'indépendance de notre pays et que dans ces conditions, l'État doit se donner la possibilité d'intervenir s'il pense que des pans de notre économie qui sont essentiels à notre liberté, à notre indépendance, vont passer éventuellement sous contrôle soit d'entreprises étrangères, soit dépendre de manière trop importante des importations. Mais ça, c'est une vision absolument souverainiste. Et c'est exactement la vision qu'avait le général de Gaulle. Et excusez-moi, encore un mot. Sur les nationalisations des banques, vous dites, vous voulez nationaliser les banques. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je veux la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et que si les banques, effectivement, d'affaires tombent, eh bien, elles tombent et elles seront gérées comme des entreprises qui font faillite de manière parfaitement naturelle. Et que s'il faut passer, en cas de crise financière grave, par la nationalisation temporaire des banques, alors moi je veux bien que vous me disiez que ce soit un programme gauchiste. Alors à ce moment-là, le gouvernement anglais est gauchiste, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nationalisé leurs banques, parce qu'à un moment donné, ils ont considéré que la protection des déposants était une priorité. Voilà. Alors moi je veux bien, si vous voulez, que tout consiste à ridiculiser le programme ou à le caricaturer. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas en usant de moyens déloyaux que l'on peut créer un vrai débat. Alors, madame, vous avez des opinions très claires, très tranchées, semble-t-il. Vous avez été, je crois, vous avez dirigé le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Le CEPI. Je ne crois pas avoir vu votre nom dans la liste assez courte, il faut bien le dire, de ceux qui ont prévu la crise financière de 2008. Mais vous y trouverez le mien, madame. Car le Front National a fait une conférence de presse en juin, où il a annoncé, lui, la crise financière qui arrivait. Vous voyez que probablement, nos experts ont une compétence plus large que l'immense majorité. Être expert n'est pas être astrologue, hein. C'est pas un métier de voyant non plus. Ah oui, mais voyez, écoutez, comment ça se fait-il que nous l'avons vu? Comment ça fait-il que nous l'avons prévu? Vous êtes extra lucide, sans doute. Peut-être parce que nous avons des experts qui n'ont pas des œillères et qui ne sont pas dans le conformisme économique. Je voudrais vous poser une question. Je ne suis pas économiste, donc je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Je vois que vous avez l'air de bien connaître vos dossiers, mais tout de même, en revanche, je voudrais savoir comment, au fond, vous êtes passé, en revanche, Front National, sur cette philosophie-là d'un État fort, dans, au fond, le souvenir et le sillage d'un général de Gaulle, tandis que le Front National, à une époque, on se souvient de votre père, qui était plutôt un libéral réganien, qui réclamait dans les années 86 une économie française plutôt très libérale. C'est savoir comment s'est opérée la mutation et de passer comme ça d'un libéralisme réganien des années 80 à quelque chose qui est, comme vous le dites, souverainiste. Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le contexte, tout simplement. Ah, votre père aujourd'hui serait comme vous, alors, économiquement parlant. Oui, je crois, oui. Ah, il est devenu aussi, alors, du coup... mais oui, bien sûr, parce que... Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les années 80, le danger, ça n'était pas un excès de libéralisme, c'était un excès de socialisme et de communisme. C'était ça le danger. Par conséquent, se positionner face au danger de l'excès de socialisme et de communisme, c'était en 86, ça déjà, ça n'allait plus très fort déjà pour le communisme. Vous savez, 3 ans après, le mur tombait, la perestroïka... Oui, enfin, avant que le mur tombe, permettez-moi que ça se portait encore relativement bien quand même. Bon. Oui, mais pas dans les années 80. Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est l'excès du libéralisme qui est aggravé par l'effacement total des frontières, par la financiarisation généralisée de l'économie et par cette espèce de nouveau totalitarisme qui considère qu'il ne faut mettre aucun obstacle au commerce, même pas pour protéger l'intérêt des plus faibles, l'intérêt des plus modestes, l'intérêt des entreprises patriotiques, etc. Excusez-moi. Mais comment comprendre, c'est quel est l'hommage que vous avez rendu à Margaret Thatcher, qui quand même est justement l'archétype même de ce libéralisme-là? Parce que, monsieur, ça n'est pas le programme économique de Madame Thatcher que j'ai salué, et je crois que mon communiqué était très clair, c'est son patriotisme.
Moi, je respecte tous ceux qui défendent l'intérêt de leur pays. Et vous voyez, je pourrais faire le même compliment à Madame Merkel. Et pourtant, je ne partage absolument pas son analyse. Sauf que je remarque que Madame Merkel, en Allemagne, défend les intérêts de l'Allemagne. Et j'aimerais juste bien qu'en France... On peut être patriote à l'intérieur de l'Europe. Mais personne ne dit l'inverse, sauf que nous ne défendons pas les intérêts de la France. Nous ne sommes pas patriotes. Nous n'avons pas une politique patriote. On peut le faire sans sortir de l'Europe, c'est ça la question. Nous avons une politique qui défend les intérêts allemands. Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est défendre les intérêts français. Alors, pour répondre quand même, parce que je voudrais pas laisser comme ça sans réponse, là encore une fois, je crois, une mesure qui est totalement caricaturée, les droits de douane et les quotas d'importation. Ça existe dans tous les pays, tous. Le Canada, les États-Unis, le Brésil, ça la existe Chine. en Europe, ça existe. l'Union européenne. Non, ça n'existe pas, et vous le savez bien. C'est dérisoire. C'est dérisoire. L'agriculture, c'est dérisoire. Franchement, ils existent. Donc, il faut quand même être clair. Il s'agit évidemment de mettre des droits de douane ou des quotas d'importation sur les produits qui sont importés et qui sont en concurrence directe avec les nôtres. Pas sur des produits que nous ne fabriquons pas. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut, pour faire un plan de réindustrialisation, mais c'est déjà une rétorsion de notre part, en quelque sorte, à des droits de douane qui sont appliqués alors que nous n'en appliquons pas. Et en l'occurrence, si vous voulez, le plan de réindustrialisation que j'envisage, il se ferait en accord avec les chefs d'entreprise. Et il s'agirait de mettre en place et de prévoir un plan de mise en place de droits de douane progressifs sur des produits que nous pouvons refabriquer, car c'est ça aussi le but, réindustrialiser notre pays. Il y a une division du travail à l'échelle internationale. On ne va pas s'amuser à fabriquer des t-shirts qui vont nous coûter 10 fois plus cher que ceux qu'on achète aux Indiens. Votre village mondial, votre utopie de division du travail est en échec total. C'est un échec total. Vous nous avez vendu ça. Qu'on achète nos t-shirts bon marché, c'est quand même une aide au pouvoir d'achat des plus pauvres. Comme de cobayes. La réalité, c'est que c'est un échec. Vous vouliez faire de la France un pays de services. Vous aviez juste oublié la réalité de l'économie, à savoir qu'il n'y a pas de service quand il n'y a pas d'industrie. Voilà, c'est une erreur. Et je pense que tous ceux qui ont contribué à cette erreur devraient être décrédibilisés à tout jamais. Alors, Agnès Benassi-Kéré ? Alors, comme vous lisez attentivement les publications du CEPI, vous savez que l'essentiel des importations ne sont pas des biens de consommation finale, mais des intrants pour les entreprises. Donc, les obliger à acheter français leur ferait perdre en réalité de la compétitivité. Et l'autre point, il y a une évaluation qui a été faite sur la mondialisation pour aller dans le sens de Brice Couturier. La mondialisation pour le pouvoir d'achat, c'est environ 1 mois de salaire médian. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors parlons de la compétitivité. Vous parlez donc de ces fameuses importations qui ne sont pas des produits finis. Je suis d'ailleurs d'accord avec vous, ces chiffres-là ne sont pas contestables. Mais pourquoi on ne les fabrique pas ? Parce que je vous signale que dans l'automobile, c'est ce qui s'est passé. On a ouvert totalement les frontières, on a mis en concurrence tout le monde, on a mis en place un euro qui est extrêmement cher et qui du coup rend nos entreprises non compétitives. Elles sont donc allées chercher du matériel à l'étranger, matériel qui avant était fabriqué en France. C'est exactement l'effet inverse que je veux voir mettre en œuvre. Alors moi, ce surcroît de compétitivité, il m'intéresse bien entendu, mais moi je l'obtiens grâce à la monnaie. Car il y a une chose qui est sûre, encore une fois, à coût égal, eh bien le même produit fabriqué en zone dollar vaut $1 et ce même produit fabriqué en France vaut $1,30. Je ne vois pas comment on peut être compétitif dans ces conditions. Par conséquent, il y a 3 manières de récupérer de la compétitivité. La déflation salariale, c'est d'ailleurs ce que dit la Commission européenne, très gentiment, très simplement. La baisse du système de protection sociale ou la dévaluation de la monnaie. Eh bien, moi, je préfère agir sur la monnaie parce que je trouve que baisser les salaires et baisser le système de protection sociale, c'est scandaleux, c'est antisocial, c'est jeter les gens dans la précarité, vous voyez ? Et je pense très honnêtement que ainsi nous récupérerions effectivement avec 20% de dévaluation 20% de compétitivité, là où on cherche à en obtenir avec 50 milliards du pacte de responsabilité, où on en obtiendra 3 petits pourcents ridicules qui évidemment ne permettront pas à nos entreprises d'être compétitives. Mais ce sera plus efficace par une baisse de l'euro que par un éclatement de la zone euro. Non, madame, parce que vous savez bien que la baisse de l'euro, l'Allemagne n'en voudra pas. Et que la BCE est indépendante, que par conséquent, il faudrait que tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour demander à ce que la BCE abandonne son indépendance. Pas du tout. Mais si, bien sûr que oui. Évidemment, vous le savez. Et que la BCE fasse du quantitative easing. Or, vous savez que la Constitution allemande interdit cela. Par conséquent, vous proposez une solution utopique, sachant pertinemment que la solution que vous-même
vous proposez entraînera l'explosion de la zone Non, la euro. quantitative easing n'est pas Alors, interdite. je voudrais reparler un peu de politique et même de philosophie politique, si Oui, vous voulez. Couturier. Hein. On est à France Culture après tout. Alors, quand j'ai lu votre programme, je suis tombé sur des expressions qui m'ont vraiment étonné, comme mettre fin au dogme de la concurrence libre et non faussée qui promeut en réalité la loi de la jungle. J'ai cru lire un pamphlet altermondialiste, mais en le lisant et surtout en vous écoutant à l'instant parler de la logique nationale et étatiste, je me suis souvenu de 2 slogans. La France seule et politique d'abord. Alors la France seule, c'est un pari sur l'égoïsme national qui ne prend pas évidemment en considération le fait que nos partenaires en Europe en particulier pourraient faire de même que nous. Hein, si on monte nos droits de douane, ils vont en faire autant. Bien entendu, si on dévalue, ils vont en faire autant. Et puis politique d'abord, c'est cette vieille idée maurassienne qui promet que les lois de l'économie peuvent être pliées par la force de la volonté politique. C'était les 2 grands slogans de Charles Maurras dans les années 20 et 30, le dirigeant de l'Action française. Hein, politique d'abord et puis l'égoïsme national. Ces 2 slogans, on a vu dans les années 20 et 30 que le programme de Maurras était inapplicable dans le contexte de la France en Europe des années 20 et 30. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au début du XXIe siècle, entamer la même logique maurassienne se heurterait fortement à la réalité du monde économique dans lequel nous Vous êtes à peu près le type vivons. en France qui est d'accord avec M. Valls. Marine Le Pen. En l'occurrence, c'est une espèce d'obsession des années 30. Hein. C'est marrant parce que vous vivez avec un rétroviseur comme ça. Bah, écoutez, prenez un rétroviseur qui va moins loin et regardez la politique du général de Gaulle. D'accord, on peut en parler. Il arrive au pouvoir, il fait 40% d'évaluation. Tout le monde peut se réclamer du grand homme. Non, mais voilà, mais tout le monde le fait, c'est facile. Mais je veux dire, à la limite, très honnêtement, de Gaulle était le premier à dire qu'il n'a pas à se soumettre à l'économie, qu'il ne s'agissait pas de se soumettre à l'économie, que c'est le politique, évidemment, qui a un pouvoir supérieur à l'économie. Et Dieu merci, d'ailleurs. Permettez-moi, parce que quand on voit ce qui se passe, quand on a donné le pouvoir à l'économie, moi, je préfère effectivement que ce soit la politique et donc la démocratie, cher monsieur. C'est comme la loi de la physique, on ne peut pas les tordre à volonté. Monsieur, vous êtes un ultralibéral, antidémocrate, parce que si le peuple ne peut pas décider pour lui-même, s'il ne peut pas effectivement, dans un certain nombre de cas, tout en conservant une économie de marché, une libre entreprise, il y a des lois de l'économie comme il y a des lois de la physique. On peut pas faire voler les gens, c'est peut-être que ça serait agréable qu'on puisse voler et que la gravité serait des lois Monsieur insupportables. Moscovici, l'économie n'est pas une science, voyez-vous, car si c'était une science, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est au mieux un art, et que manifestement de moins en moins de gens maîtrisent. En ignorer les lois on fait courir de grands risques au pouvoir d'achat des Français, par exemple. Vous me dites non, c'est l'euro qui fait courir un grand risque au pouvoir d'achat des Français, parce que le pouvoir d'achat des Français, il s'est effondré depuis que l'euro est arrivé, car les coûts ont explosé, monsieur. Le pouvoir d'achat, il s'effondre quand on est à 5 millions de chômeurs officiels, ce dont vous n'avez pas l'air d'ailleurs de critiquer, ce qui est quand même assez ahurissant. Vous me parlez des partenaires en Europe, mais monsieur, aux élections européennes, il y a énormément de pays qui porteront en tête de leurs élections des mouvements qui défendent exactement les mêmes vues que les miennes. Car le patriotisme économique est une revendication des peuples d'Europe. La maîtrise des frontières est une revendication des peuples d'Europe. Donc la montée des antagonismes nationaux est une perspective que nous devons craindre. Mais pourquoi des antagonismes, monsieur ? Moi, je suis en très bonne relation avec ces dirigeants de mouvements qui vont demain arriver en tête dans leur pays. La dévaluation compétitive, vous ne pensez pas qu'ils vont en faire autant ? Mais monsieur, non, je ne le crois pas. Je crois que les nations peuvent librement et tout en étant souveraines, parler entre elles, trouver des points d'accord. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit quelques technocrates qui décident pour les peuples. C'est cela que je ne veux pas. Et c'est ça que la Suisse a rappelé lors de ce référendum. Voilà. Et vous êtes en fait le défenseur de l'oligarchie. Et moi, je suis le défenseur ce matin de la démocratie. Ah oui, écoutez, ça va faire au moins une dépêche AFP. Benoît Boscarel. Ouais, parlons un peu de politique et des municipales, tiens, puisque là, il a beaucoup été question en filigrane des élections européennes. Les municipales seront quand même avant, 23 mars et 30 mars. On en est à 150 listes au dernier pointage du Front National dans les villes de plus de 3500 habitants. Ça, c'était mi-janvier. On en est où là aujourd'hui? Monsieur, combien de listes seront présentées par le Front National? Parce qu'on demande ça comme ça au quotidien, au jour le jour, un peu comme les parrainages au Front National. National. Là, on vous pose la question. On ne demande jamais aux autres partis politiques. Alors moi je vous dis, soyez un tout petit peu... Non, jamais. Ah si, enfin nous aussi, mais vous ne écoutez pas. Non, vous ne demandez jamais aux partis politiques. Ils ont aussi un peu moins de soucis pour les constituer, peut-être. L'enjeu pour vous est d'autant plus important que vous vouliez 770 listes pour des villes de plus de 1000 habitants. Mais le 6 mars, les dés seront jetés. Voilà.
Voilà. Et vous verrez que le Front National aura atteint les 500 listes qu'il espérait. Plus pouvoir 770. présenter. Ah oui, les 500 quand même, vous y allez. Et à parité, il y aura la parité? Bah, c'est obligatoire. Oui. Parce que je vous dis ça parce que c'est la journée de la parité aujourd'hui à Radio France. Non, mais c'est obligatoire. Si on ne peut pas Oui. déposer de liste, Oui. s'il y a pas si Voilà. la liste n'est pas à parité. 500 listes, non mais c'est important, c'est une question, Marine Le Pen, qui est quand même importante. Les autres partis n'ont peut-être pas les mêmes problèmes que vous. Vous ambitionnez de devenir au mois de mai le premier parti de France à C'est l'occasion des européennes. Alors 500 listes, c'est peut-être peu. Pas de liste notamment à Fos-sur-Mer, à Argenteuil, à Montreuil. Est-ce que ce sont des échecs pour vous? Bah, Le écoutez, fait de moi, ne pas arriver à les constituer? je préférerais qu'on ait des listes dans toutes les villes de plus de 9000 habitants. Nous aurons des listes dans la moitié des villes de plus de 9000 habitants. Mais nous venons de zéro. Voilà. Nous avions une centaine de listes en 2008. En 95, vous en aviez plus de 500. Voilà. Hein. Eh ben, c'est justement ce record que nous aimerions battre. Il n'y avait pas de parité à l'époque d'ailleurs, donc c'est vrai moins difficile de constituer des listes pour tous les partis politiques d'ailleurs. Donc nous allons la moitié des électeurs dans ces villes de plus de 9000 habitants auront un candidat Front National et pourront voter pour le Front National. Mais encore une fois, nous partons de zéro. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'au municipal, il y a une prime Pourquoi au c'est sortant. compliqué? Parce qu'il y a une prime au sortant au municipal, parce qu'il y a des partis qui sont implantés localement depuis des décennies et que par conséquent, quand on lance un processus d'implantation locale, il ne peut pas être à 100% immédiatement, mais qu'il soit déjà. Ça n'empêche pas les listes écologistes, les listes d'hiver gauche ou d'hiver droite un peu partout. Vous savez combien de listes étiquetées écologistes il y aura précisément? Est-ce que vous diagnostiquez un problème sur le fait que les gens n'aient pas tellement envie encore d'associer leur nom au Front National officiellement? Mais non, monsieur, mais je voudrais que vous compreniez que des listes écologistes telles quelles, il y en aura largement moins que des listes Front National. Et c'est la raison pour laquelle ils s'associent au PS. Vous voyez, ils font des listes communes, comme ça leur évite d'être obligés de montrer que justement, ils n'ont pas cette capacité. Nous sommes libres. Nous ne voulons nous soumettre à personne pour pouvoir continuer à défendre nos idées. Alors du coup, ça nous rend la chose un peu plus compliquée, mais je crois qu'honnêtement, passer de 100 à 500 listes en l'espace de 5 ans, c'est spectaculaire. Et vous verrez également que les résultats que feront ces listes, car c'est ça aussi qui est important, seront, je crois, démontreront elles aussi une poussée spectaculaire des résultats par rapport aux dernières municipales. Une réaction sur la reconnaissance, c'était hier, du vote blanc par le Parlement. Ça a souvent été théorisé, le vote blanc, comme un élément qui permettrait de lutter contre le Front National et ses scores électoraux. Le vote blanc contre le vote bleu marine? Oui, mais je crois que c'est une erreur parce que ça part de l'analyse que le vote Front National est un vote de contestation et je crois que ceux qui défendent encore cette analyse sont encore dans le passé, car le vote Front National aujourd'hui est un vote d'adhésion. Tout le démontre, les partiels le démontrent, les seconds tours le démontrent, et donc tant mieux que le vote blanc existe, mais enfin il ne sera quand même pas comptabilisé, hein, vous avez remarqué ça. Ça ne sera pas dans les votes exprimés. Voilà. On pourrait aller plus loin justement, il faudrait, ou ça sert à rien? Écoutez, je pense que, encore une fois, à partir du moment où les votes consistent à partager entre des gens qui défendent des idées les postes, je vois pas bien s'il serait très utile de comptabiliser les votes blancs dans les votes exprimés. Pourquoi n'avez-vous pas manifesté les 2 dimanches de suite de jours de colère ou des manifestations qui étaient contre les projets de loi du gouvernement sur la famille? Parce que je crois que la plus belle manifestation quand on veut changer la politique, c'est d'aller voter. Et que comme je suis la présidente d'un parti politique, j'appelle tous ceux qui sont en désaccord avec la politique actuelle et qui veulent une autre politique à se rendre aux urnes. Mais certains dans votre parti ont manifesté, oui, mais ils sont assez proches. Oui, mais personne n'est présidente du Front National. Donc, si vous voulez... Mais c'est une manière de dire, attention, il ne faut pas être débordé par la rue, par votre droite? Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, non. De ce qu'au fond, ils manifestent dans la rue des gens qui pourraient être en accord avec vos idées, mais qui le font savoir plus que vous ne le faites vous. Non, mais ça fait 1 an et demi que je suis extrêmement clair sur ces sujets. Je pense que le gouvernement passe c'est extrêmement clair. Hein. Je pense que le gouvernement passe de sujet sociétal en sujet sociétal pour éviter de montrer qu'il est totalement impuissant à apporter la moindre réponse aux maux qui frappent notre pays, et que l'UMP s'est jeté également dans ces sujets sociétaux parce qu'il veut éviter de montrer qu'il a, sur toutes les grandes orientations économiques et sociales de notre pays, exactement les mêmes solutions que le Parti socialiste, comme l'a d'ailleurs avoué M. Barouin il y a 2 jours. Mais comment observez-vous, cela dit, vous allez me dire que c'est pas la majorité, mais ceux qui se sont déclarés plusieurs fois dans la presse très déçus du Front National, comme les
Arnaud Cléré, Nadia Ponto, Benoît Girard, qui s'étaient présentés et voulaient se présenter notamment sur des listes du Rassemblement Bleu Marine, et qui finalement en sont partis en claquant la porte, certains disant, comme Arnaud Cléré, quand on voit Marine Le Pen à la télévision, on ne peut pas imaginer à quoi ressemble l'arrière-boutique. Monsieur Cléré est pour l'instant victime d'une poursuite en diffamation. Oui, mais Numéro 1. Numéro 2, qu'il y ait des gens qui arrivent au Front National, qui espèrent des postes ou des places et qui ne les ont pas, qui sont déçus, qui partent en exprimant leur désappointement, bien souvent, plus que leur désapprobation. Mon Dieu, c'est la vie de tous les partis politiques. Hein. Là, je peux vous dire que si vous commencez à ouvrir vos micros à ceux qui ne sont pas contents de la place qu'on leur a accordée, je crains que vous trouviez beaucoup de gens, et beaucoup plus d'ailleurs à l'UMP et au PS qu'au Front National. Un de vos proches, Frédéric Chatillon, voulait faire interdire le livre d'un journaliste, Vol au-dessus d'un nid de facho, où il était qualifié de néo-nazi. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que cette procédure ne relevait pas du référé, ainsi le livre n'est pas interdit. Ça, et il ne constitue pas de trouble. Non, mais la question que demande au fond l'avocat, c'est de dire, au fond, est-ce que vous assumez, vous, la présence d'un tel personnage dans votre entourage, écoutez, ou est-ce que vous décidez de rompre avec lui? Non, mais écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais monsieur Chatillon est un fournisseur. Gentil, je vous le confirme. Non, mais c'est un fournisseur du Front National. Il engage une procédure au fond. En référé, il a échoué à faire interdire ce livre. C'est son problème, si vous voulez. C'est lui qui est injurié dans ce livre. Donc il va poursuivre ce journaliste au fond. Je ne vois pas très bien quel est le rapport avec moi, quoi. Mais c'est que c'est un proche. Non, c'est un fournisseur du Front National. Parce que si vous voulez, honnêtement, que je m'insère dans la vie personnelle... Vous n'avez pas de fournisseur qui soit contre vous, quand même. Vous prenez des gens qui sont... Non, mais d'accord, mais enfin, est-ce que, honnêtement, vous poseriez une question telle que celle-là, n'importe qui... Mais bien sûr, je vous plaisantez. Mais bien sûr que non. Non, mais écoutez, c'est dérisoire. Mais ça me rassure, parce que je me dis que si on en est à ce niveau microscopique d'intérêt, c'est que probablement, effectivement, la montée du Front National gêne et qu'on n'a pas beaucoup d'arguments de fond à lui opposer. Ah ben si, voilà. sinon, c'est qu'on veut juste savoir, on n'a pas d'argument, c'est juste qu'on on pose des questions. On pose des questions. Les bibliothèques et les médiathèques de France, oui, rapidement, les bibliothèques reçoivent en ce moment quelques appels, des courriers, des mails qui leur demandent de retirer certains livres qui seraient moralement néfastes, des livres en fait sur l'égalité entre les filles et les garçons. Est-ce que vous soutenez cette démarche, Marine Le Pen? Est-ce qu'il y aurait de mauvais livres qu'il faudrait retirer des médiathèques? Non, moi je soutiens pas du tout cette démarche. Je pense que dans les bibliothèques, il manque des livres plutôt qu'il y en a trop. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc je suis pour que les bibliothèques soient ouvertes au plus grand nombre de livres, au plus grand nombre de thèses, de sensibilités, etc. Parce que moi je crois à l'intelligence des Français et je crois qu'ils sont largement assez intelligents pour se faire une opinion eux-mêmes. Voilà. C'est la journée, vous le savez, d'égalité femmes-hommes sur Radio France aujourd'hui. On cherche une femme pour le Panthéon. Qui voulez-vous? Marine Le Pen, Olympe de Gouges, Germaine Tillion, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Lucie Aubrac, Simone Veil, Georges Sand, Sœur Emmanuel, Joséphine Baker. Olympe de Gouges, ça m'irait bien, moi. Ça m'irait bien. Vous savez que Olympe de Gouges, elle est extraordinaire. C'est la première qui a inventé l'affiche politique. Elle écrivait à la main des affiches qu'elle allait coller sur les murs. C'est l'inventeur de l'affichage en politique. Voilà. Je trouve que c'était une femme extrêmement courageuse et pour laquelle, à titre personnel, j'ai beaucoup d'admiration. Régis Debray avait annoncé ici... n'entraîne pas 1 euro de plus de charges pour les entreprises. C'est bien ça d'ailleurs, l'intelligence à mon sens de ce programme. Et c'est compensé, c'est financé par une cotisation sociale à l'importation de 3%. Et moi j'ai fait le calcul, il manque 25 milliards. Non madame, je ne le crois pas. Car vous ne calculez pas dans cela la dynamique économique. Je sais que vous faites des livres, mais l'économie c'est un organisme vivant. Ça veut dire que lorsque on donne du pouvoir d'achat, il y a déjà 20% qui reviennent par l'intermédiaire de la TVA, surtout si c'est donné à des petits salaires. Et vous le savez bien, car les petits salaires quasiment dépensent l'intégralité dans la consommation. Voilà par exemple le type d'erreurs qui sont régulièrement commises. Vous dites, vous défendez les petits contre les gros. Comment allez-vous faire, dites-vous? Simplement par une fiscalité progressive, celle qu'avait promise effectivement François Hollande. Et qui, non, vous vouliez une tranche à 46, ils ont une tranche à 40, ils ont mis une tranche à 45. Des entreprises, l'IS que nous avons proposé effectivement de baisser pour les PME-PMI avec 3 tranches, 15, 25,
33%, alors qu'aujourd'hui, les grosses multinationales payent en moyenne, vous le savez, 8% Non, d'impôts. ça c'est pas vrai, j'ai regardé récemment. Si, c'est vrai, alors que les PME, PMI payent plein pot, ce que je trouve être profondément injuste. Donc c'était une mesure de justice à l'égard des PME, PMI, dont je vous rappelle quand même qu'ils sont les grands pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. Ce ne sont pas les multinationales qui créent les emplois, ce sont les TPE, les PME et les PMI. Vous dites ultra-étatiste. Ah bon, mais De Gaulle était ultra-étatiste alors. Parce que le fait d'avoir un État stratège, en quoi est-ce ultra-étatiste? Le fait de dire qu'il existe des domaines dans l'économie française qui sont des domaines qui touchent à l'indépendance de notre pays et que dans ces conditions, l'État doit se donner la possibilité d'intervenir s'il pense que des pans de notre économie qui sont essentiels à notre liberté, à notre indépendance, vont passer éventuellement sous contrôle soit d'entreprises étrangères, soit dépendre de manière trop importante des importations. Mais ça, c'est une vision absolument souverainiste. Et c'est exactement la vision qu'avait le général de Gaulle. Et excusez-moi, encore un mot. Sur les nationalisations des banques, vous dites, vous voulez nationaliser les banques. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je veux la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et que si les banques, effectivement, d'affaires tombent, eh bien, elles tombent et elles seront gérées comme des entreprises qui font faillite de manière parfaitement naturelle. Et que s'il faut passer, en cas de crise financière grave, par la nationalisation temporaire des banques, alors moi je veux bien que vous me disiez que ce soit un programme gauchiste. Alors à ce moment-là, le gouvernement anglais est gauchiste. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nationalisé leurs banques parce qu'à un moment donné, ils ont considéré que la protection des déposants était une priorité. Voilà. Alors moi je veux bien, si vous voulez, que tout consiste à ridiculiser le programme ou à le caricaturer. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas en usant de moyens déloyaux que l'on peut créer un vrai débat. Alors, madame, vous avez des opinions très claires, très tranchées, semble-t-il. Vous avez été, je crois, vous avez dirigé le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Le CEPI. Je ne crois pas avoir vu votre nom dans la liste assez courte, il faut bien le dire, de ceux qui ont prévu la crise financière de 2008. Mais vous y trouverez le mien, madame. Car le Front National a fait une conférence de presse en juin, où il a annoncé, lui, la crise financière qui arrivait. Vous voyez que probablement, nos experts ont une compétence plus large que l'immense majorité. Être expert n'est pas être astrologue, hein, c'est pas un métier de voyant non plus. Ah oui, mais voyez, écoutez, comment ça se fait comment se fait-il que nous l'avons vu? Comment ça fait-il que nous l'avons prévu? Vous êtes extra lucide, sans doute. Non, mais peut-être parce que nous avons des experts qui n'ont pas des œillères et qui ne sont pas dans le conformisme économique. Je voudrais vous poser une question. Je ne suis pas économiste, donc je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Je vois que vous avez l'air de bien connaître vos dossiers, mais tout de même, en revanche, je voudrais savoir comment, au fond, vous êtes passé, en revanche, Front National, sur cette philosophie-là d'un État fort, dans, au fond, le souvenir et le sillage d'un général de Gaulle, tandis que le Front National, à une époque, on se souvient de votre père, qui était plutôt un libéral réganien, qui réclamait dans les années 86 une économie française plutôt très libérale. C'est savoir comment s'est opérée la mutation et de passer comme ça d'un libéralisme réganien des années 80 à quelque chose qui est, comme vous le dites, souverainiste. Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le contexte, tout simplement. Ah, votre père aujourd'hui serait comme vous, alors, économiquement parlant. Oui, je crois, oui. Ah, il est devenu aussi, alors, du coup... Mais oui, monsieur, parce que... Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les années 80, le danger, ça n'était pas un excès de libéralisme, c'était un excès de socialisme et de communisme. C'était ça le danger. Par conséquent, se positionner face au danger de l'excès de socialisme et de communisme, c'était... En 86, ça n'allait plus très fort déjà pour le communisme. Vous savez, 3 ans après, le mur tombait, la perestroïka... Oui, avant que le mur tombe, permettez-moi que ça se portait encore relativement bien quand même. Bon. Oui, mais pas dans les années 80. Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est l'excès du libéralisme qui est aggravé par l'effacement total des frontières, par la financiarisation généralisée de l'économie et par cette espèce de nouveau totalitarisme qui considère qu'il ne faut mettre aucun obstacle au commerce, pas pour protéger l'intérêt des plus faibles, l'intérêt des plus modestes, l'intérêt des entreprises patriotiques, etc. Excusez-moi. Mais comment comprendre dans ce cas-là l'hommage que vous avez rendu à Margaret Thatcher, qui quand même est justement l'archétype même de ce libéralisme-là? Parce que, monsieur, ça n'est pas le programme économique de Madame Thatcher que j'ai salué, et je crois que mon communiqué était très clair, c'est son patriotisme. Moi, je respecte tous ceux qui défendent l'intérêt de leur pays. Et vous voyez, je pourrais faire le même compliment à Madame Merkel. Et pourtant, je ne partage absolument
absolument pas son analyse. Sauf que je remarque que Madame Merkel, en Allemagne, défend les intérêts de l'Allemagne. Et j'aimerais juste bien qu'en on peut France... être patriote à l'intérieur de l'Europe. Mais personne ne dit l'inverse, sauf que nous ne défendons pas les intérêts de la France. Nous ne sommes pas patriotes, nous n'avons pas une politique patriote. On peut le faire sans sortir de l'Europe, c'est ça la question. Nous avons une politique qui défend les intérêts allemands. Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est défendre les intérêts français. Alors, pour répondre quand même, parce que je voudrais pas laisser comme ça sans réponse, là encore une fois, je crois une mesure qui est totalement caricaturée, les droits de douane et les quotas d'importation. Ça existe dans tous les pays, tous. Le Canada, les États-Unis, le Brésil, ça la existe Chine. En Europe, ça existe. l'Union européenne. Non, ça n'existe pas et vous le savez bien. C'est dérisoire. Mais c'est dérisoire. L'agriculture, c'est dérisoire. Franchement, ils existent. Donc il faut quand même être clair. Il s'agit évidemment de mettre des droits de douane ou des quotas d'importation sur les produits qui sont importés et qui sont en concurrence directe avec les nôtres, pas sur des produits que nous ne fabriquons pas. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut, pour faire un plan de réindustrialisation, mais c'est déjà une rétorsion de notre part, en quelque sorte, à des droits de douane qui sont appliqués alors que nous n'en appliquons pas. Et en l'occurrence, si vous voulez, le plan de réindustrialisation que j'envisage, il se ferait en accord avec les chefs d'entreprise. Et il s'agirait de mettre en place et de prévoir un plan de mise en place de droits de douane progressifs sur des produits que nous pouvons refabriquer, car c'est ça aussi le but, réindustrialiser notre pays. Il y a une division du travail à l'échelle internationale. On ne va pas s'amuser à fabriquer des t-shirts qui vont nous coûter 10 fois plus cher que ceux qu'on achète aux Indiens. Votre village mondial, votre utopie de division du travail est en échec total. C'est un échec total. Vous nous avez vendu ça. Qu'on achète nos t-shirts. Mis en œuvre. Une question sur cette circulaire Guéant qui a été abrogée en 2012. Est-ce que vous la réactiveriez, cette circulaire? Elle avait été dénoncée par les présidents d'universités, de grandes écoles, sur le thème ça nuit gravement à l'attractivité de la France, des filières françaises. Non mais monsieur, que nous formions des étudiants étrangers dans des proportions raisonnables et des vrais si possible. Parce que, encore une fois, ceux qui restent 8 ans étudiants, on peut quand même se finir par se poser la question, compte tenu du nombre, s'il ne s'agit pas de faux étudiants. Bon, non, c'est pas la majorité. Donc que nous accueillions des étudiants, que nous les formions, que nous d'ailleurs fassions une sorte de préférence aussi à l'égard des pays francophones, puisqu'il s'agit aussi du rayonnement de la France, est une chose. Mais après, il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Car si c'est pour rester en France, à quoi ça sert ? Quelle est l'utilité de former des étudiants étrangers qui vont rester en France pour occuper des emplois qui est formé et qui peut aussi ensuite devenir ambassadrice. Les entreprises rêvent. Les entreprises en rêvent. Les entreprises en rêvent, oui, d'accord. Bien sûr. Mais le problème, madame, c'est que moi, je défends les intérêts du peuple. Et les entreprises, elles rêvent d'avoir des gens bien formés. Mais s'ils sont français, c'est quoi ? C'est un inconvénient, madame ? Elles rêvent qu'ils soient étrangers. Ça veut dire qu'il vaut mieux être étranger en France que français. Avoir quelqu'un qui parle chinois dans nos entreprises, c'est bien, madame. Alors, l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Mais il n'en demeure pas moins que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on forme des étudiants qui, après, retournent dans leur pays, puis justement participer au développement de l'influence de la France par l'intermédiaire des études qu'ils ont pu faire. Et puis qu'ils aident au développement économique de leur pays. Car c'est ça l'objectif aussi. C'est d'aider ces pays à se constituer des élites, un corps médical, un corps d'ingénieurs, et pouvoir ainsi fixer les populations dans leur pays d'origine, parce que ces pays bénéficieront d'un surcroît économique. À 7h57, tout de suite, Brice, de quoi nous parlerez-vous à 8h15 ? La partie de débat où nous aurons largement le temps de revenir sur toutes ces questions, notamment d'économie. Marine Le Pen. Brice, bonjour. Assez vite parce qu'on était déjà en retard. Désolé. Oui, je voudrais revenir sur l'aspect protectionniste de votre programme et vous demander si vous pensez qu'il est réaliste dans le monde du 21e siècle, caractérisé par l'augmentation des échanges commerciaux entre les nations et la spécialisation. Je voudrais vous poser une question toute simple tout à l'heure. C'est si vous fixez des quotas sur l'importation des ordinateurs et des portables, comme semble présager votre programme, est-ce qu'on ne va pas se les procurer tout simplement au marché noir ? 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Rebonjour à vous, Brice. Rebonjour Marc. C'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes et ancien député socialiste, qui le dit. Les prévisions de rentrée d'impôts sont en dessous de ce que pouvait espérer l'augmentation de leur taux. Et les réductions de dépenses publiques demeurent quant à elles insuffisantes. Du coup, les prévisions du gouvernement pour 2014 sont jugées exagérément optimistes par les
passage de la rue de Cambon. Le déficit public en 2013 se révélera supérieur au taux de 4,1% prévu. La dette publique va continuer à augmenter à un rythme à peine ralenti. Elle atteindra le seuil symbolique de 2000 milliards d'euros à la fin de cette année, soit 30 000 euros sur la tête de chaque Français. Nous persistons donc à vivre à crédit. Cela augure mal de la fin du quinquennat de François Hollande, car cela signifie que la vraie rigueur va bientôt commencer. Toutefois, si le président de la République parvient à imposer à sa majorité son plan de réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'ici à 2017. Or, on le sait, l'électeur de gauche a développé une véritable allergie au mot de rigueur que ses élus évitent de prononcer devant lui. Mais quand on en est à envisager le blocage de la progression à l'ancienneté des traitements de fonctionnaires, c'est qu'on a atteint le stade dit de l'austérité. Alors un véritable boulevard va donc s'ouvrir devant les diverses oppositions de droite, de gauche et d'ailleurs. Encore faut-il qu'elle propose un plan crédible de sortie de crise. Alors quelles sont les solutions que nous propose le Front National ? La défense des petits contre les gros, c'est un thème qui permet de relier entre elles les deux moments de l'histoire du Front National, la période de Jean-Marie et la période Marine, qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre sur ce plan. Mais cela ne définit pas une politique économique. En outre, on fera observer que le relèvement uniforme des bas salaires de 200 € risque de provoquer la faillite de nombre de ces PME que vous prétendez défendre. D'autant que vous leur interdisez, Marine Le Pen, de répercuter cette hausse sur leurs prix puisque vous entendez les contrôler. Vous allez me répondre à tous ces arguments, mais j'en ai pas mal d'autres, vous allez voir. En outre, vous êtes beaucoup plus généreuse envers les fonctionnaires que le gouvernement socialiste puisque vous prétendez augmenter le point d'indice de manière significative pour les petits salaires et de manière moindre pour les hauts salaires. Voilà qui se révélerait peu compatible avec l'objectif affiché d'une forte réduction de la dette publique. Votre programme, Marine Le Pen, est bien français, en effet, puisqu'il est ultra-étatiste. Vous voulez le retour de l'État stratège et investisseur avec la création d'un fonds d'industrialisation stratégique. Vous réclamiez la création d'une banque publique de financement des PME-PMI, eh bien la gauche l'a fait. Le relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu à 46%, le gouvernement l'a porté à 45%. L'alignement du niveau de la taxation des revenus du capital sur celui du travail, ça aussi c'est acquis. Vous pourriez peut-être voter la confiance au gouvernement Hérault si une partie de sa majorité l'abandonnait. Mais soyons sérieux, chacun le sait, là où votre programme économique est particulier, c'est dans le domaine monétaire, Agnès Benassi-Kéré vient de l'expliquer, et commercial. Je cite, « Déconstruction ordonnée de l'euro, retour bénéfique aux monnaies nationales qui permettra une dévaluation compétitive pour oxygéner notre économie. Puis, contrôle des mouvements de capitaux, nationalisation partielle des banques qui s'imposerait en effet dans une hypothèse. Retour au franc dévalué, bien sûr, pour donner la fameuse bouffée d'oxygène à nos exportations, si tant est que nos partenaires commerciaux ne s'avisent pas de faire la même chose, puisque tous les engagements de change fixe en Europe seraient rompus. Mais sachant, parce que tout le monde peut dévaluer comme on le fait nous-mêmes, mais sachant que notre facture énergétique, gaz et pétrole, flirte avec les 80 milliards d'euros cette année, je me demande combien cela pourrait nous coûter de rouler en voiture et de chauffer nos appartements avec des francs dévalués. Protectionnisme, avec des droits de douane, je vous cite encore, des droits de douane ciblés et des quotas d'importation. Des quotas d'importation, bon sang, alerte, les ordinateurs et les téléphones portables et les téléviseurs risquent de devenir en France des denrées rares puisque nous n'en produisons pas. Alors sur quels produits en provenance de France porteront les inévitables rétorsions des Chinois si vous limitez l'importation de ces produits? Les vins, les parfums et cosmétiques, à moins que ce ne soit nos ventes d'Airbus qui s'en trouveraient pénalisées. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Marine Le Pen. J'ai un vrai problème là parce que vous n'avez pas lu le programme. Ah si, je l'ai Je lu. vais vous en donner une démonstration immédiate. Vous dites une augmentation de 200 € des salaires et que ça allait asphyxier les PME. Vous vous trompez totalement. Vous n'avez pas lu le programme, car il ne s'agit pas d'une augmentation du SMIC, il s'agit de la prise en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales. Ça veut dire que les PME et les PMI ne verront pas augmenter d'1 € ce donc que ça leur coûte. Donc, caisses de l'État, alors. Exactement, monsieur. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le programme. Et cette dépense nécessaire pour relancer, encore une fois, le pouvoir d'achat, parce que donner 200 € à tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, augmenter de 200 € net, c'est exactement ce que les Français pensent. Ils pensent qu'en dessous de 1500 €, ils n'arrivent pas à vivre, vous voyez. Et moi, je pense comme eux. Je pense qu'il est très difficile de vivre avec le SMIC aujourd'hui. Or, ça avance. Et que par conséquent, plus il y a de concurrence,
de la part d'Européens qui ont des taux de salaire très bas, et plus ça tire à la baisse les salaires suisses, exactement de la même manière qu'en France, les salaires sont tirés à la baisse par la venue d'étrangers. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. C'est ça la question. Les patrons s'interrogent aussi sur la façon dont on va organiser l'établissement de ces quotas. Est-ce que c'est par région ou par canton? Est-ce que c'est par branche? Mais ça permettez-moi, c'est de leur cuisine interne. Oui, mais enfin, ils dénoncent de la bureaucratie supplémentaire. Non, mais la vraie question, c'est le peuple a-t-il le droit de maîtriser ses frontières, oui ou non? Le peuple a-t-il le droit de décider qui entre et qui se travaille sur son territoire, oui ou non? Les Suisses ont dit oui. Et je crois qu'une majorité de Français, si on leur posait la question, diraient oui aussi. Or, il nous est imposé... Daniel Cohn-Bendit a dit que sans doute le pourcentage serait même bien plus fort en France. Et il a tout à fait raison. Et il a tout à fait raison. Nous sommes donc contraints à une libre circulation auquel le peuple français n'adhère pas. Eh bien ça, je suis désolé, mais c'est profondément antidémocratique. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'on fait fi de la souveraineté du peuple et qu'on lui interdit de s'appliquer à lui-même les règles qu'il décide, alors on est en oligarchie. C'est-à-dire un petit nombre de gens qui défendent d'ailleurs leurs intérêts et qui imposent à l'immense majorité une politique qui nuit aux intérêts de l'immense majorité. Enfin, cela dit, le principe de l'accès au travail pour tous, c'était pas un principe en soi forcément démocratique, c'est un principe républicain, tout simplement. Ça veut dire quoi? Que l'accès à tous, pas de discrimination, l'accès au travail à tous. La République ne choisit pas. Non mais excusez-moi, monsieur. Dans la République française, il a toujours été acquis qu'on pouvait mettre en place des systèmes différenciés en fonction que vous ayez la nationalité française. Différenciés, mais pas discriminants. Non mais différenciés. C'est le critère ensuite qui va poser problème. Non mais monsieur, ça ne pose aucun problème. Et je vous renvoie à des analyses qui ont été faites d'ailleurs par des constitutionnalistes, par des spécialistes de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit qu'un pays a parfaitement le droit de maîtriser son immigration et qu'il a parfaitement le droit à condition de changer la de Constitution. Mettre en place une priorité nationale à l'embauche. C'est d'ailleurs, encore une fois, ce que vient de faire la Suisse, qui ne me paraît pas être le parti totalitaire auquel on pense immédiatement. Cela dit, parti totalitaire qui n'a jamais voulu s'associer à vous, l'UDC. Comment expliquez-vous cela? Vous avez, je crois, souvent voulu être partenaire de l'UDC. L'UDC a toujours eu quelques réticences à vous accompagner éventuellement. Mais monsieur, encore une fois, ça n'a strictement aucun rapport avec ce dont nous parlons. C'est quand même l'UDC qui a réussi à faire voter ce que vous souhaitez en France. Ce même UDC qui ne vous voit pas d'un œil très favorable. Mais la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Moi, je cherche à faire mais je parle de l'UDC. Un groupe au Parlement européen. L'UDC n'est pas au Parlement européen. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les soutiens que vous avez recherchés de partis qui pourraient ressembler aux vôtres, je crois que l'UDC n'a pas souhaité donner une suite. Nous avons des contacts avec un certain nombre de personnes de l'UDC. Pas toutes, pas monsieur Blorer. Ils ont eu des mots très très durs quand même sur le Front National. Non mais qu'est-ce que ça peut faire? Non mais si vous voulez, ils ont une mauvaise image. Oui, ils n'ont pas une bonne image non plus. Ils ont probablement une image qui est déformée de nous. C'est pas grave. Non, ils sont peut-être comme les Français, ils ont une bonne image de vous, mais pas du parti. Non, cette image, elle est construite, monsieur, par une élite qui en Suisse est elle aussi elle était contre ce référendum, l'élite. Vous vous souvenez, c'est comme pendant la Constitution européenne, 99% des députés et des sénateurs étaient pour la Constitution européenne, l'intégralité des médias était pour la Constitution européenne, les patrons étaient pour la Constitution européenne, les syndicats étaient pour la Constitution européenne, mais 55% du peuple était contre. Voilà, cette fracture entre les élites et le peuple, elle existe, elle s'aggrave, elle s'élargit. C'est vrai en France, c'est vrai en Suisse, et c'est vrai, hélas, dans beaucoup de pays européens. Bon, la priorité nationale, si c'est pas possible en France, en raison de ce préambule à la Constitution de 46 qui est toujours en vigueur, chacun a le droit de travailler, le droit d'obtenir un emploi. Si ça correspond pas, si ça colle pas, on fait quoi? On change la Constitution? Bien sûr, mais vous savez combien de fois elle a été changée, la Constitution française, dans les dernières années? Le préambule de 46, il a pas été modifié depuis 46. Bien entendu, on modifie la Constitution en indiquant, je suis désolé, mais enfin à ce moment-là, si on vous suit, il faut que le droit de vote soit accordé à tout le monde. S'il faut aucune discrimination partout, je demande à personne de me suivre, je pose alors des questions. Il faut ouvrir l'intégralité de notre fonction publique aux étrangers. Je suis pas sûr que vous fassiez beaucoup d'amis là dans la fonction publique, parce que ils sont en général contre la priorité nationale, sauf quand il s'agit d'eux-mêmes quand même. Bon, voilà, donc il y
a effectivement des différences de traitement qui sont parfaitement, encore une fois, légaux entre des étrangers et des Français, et la priorité nationale est de ce cas-là. Et s'il faut modifier la Constitution, eh bien, elle sera modifiée, comme elle a pu l'être, encore une fois, par le passé, en France, à multiples reprises. Quel serait le coût profitable, justement, à cette mesure, dans la mesure où, tout de même, il n'y a pas tant d'étrangers que ça en France, finalement? Non. Par rapport à la Belgique. Non. On peut comprendre que les Suisses, c'est 23%. Hein, Non, il n'y a pas beaucoup d'étrangers en France, bien sûr. Ça n'a pas augmenté depuis 10-15 ans. Oh ben non, ça n'a pas augmenté. Non, D'ailleurs, les chiffres sont à peu près constants. Oui, d'ailleurs, les Français sont donc tous stupides. Il y a même plus de renvois. Ou fous. Parce qu'il y en a 70% qui pensent qu'il y a beaucoup plus d'immigrés aujourd'hui qu'hier. Vous voyez, parce qu'ils ont des yeux et des oreilles, et qui vivent dans la vraie vie. Ils vivent pas dans un studio de radio. Bon, voilà, ils vivent dans la vraie vie. Je vous rassure. Et à partir du moment où vous nationalisez à tour de bras, vous naturalisez, pardon, à tour de bras, bah, évidemment, vous maintenez le taux, entre guillemets, de chiffres des étrangers en France, toujours au même niveau. Bah oui, vous avez fabriqué 100 000 Français par an. C'est une question de flux d'entrée et de sortie, Agnès Benassi-Kéré. Oui, le flux est bas aussi. Le flux est bas. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, oui, il est bas. On est au plus bas. Pays qui vivons une immigration de masse. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas discuter sur les chiffres avec vous, madame. Mais je peux vous dire une chose. Vous êtes en désaccord avec une immense majorité de Français qui, eux, se rendent bien compte que la France vit une immigration massive depuis des années maintenant, que celle-ci bouleverse les équilibres économiques, que celle-ci bouleverse les équilibres de nos systèmes de protection sociale, et qu'elle bouleverse aussi, dans un certain nombre de quartiers de plus en plus importants, notre culture, notre identité, notre mode de vie, nos valeurs. Sur la protection sociale, les études qui ont été faites, vraiment point par point, très sérieuses, montrent que l'immigration n'a pas d'impact sur les comptes sociaux. Si il y a un impact, c'est un impact positif. Ah ben voilà, très bien. C'est la fameuse étude de Lille que vous ressortez à chaque fois. Il y a plusieurs études là-dessus. Il y a des études pas, étrangères aussi. Il y a des études à l'étranger. Madame Tribala à venir vous en parler. Parce que c'est drôle, c'est toujours les mêmes qui sont invités. Ah non, ce sont ceux qui vont dans le sens de ce que aussi. les élites veulent faire croire au peuple. Voilà. Il faut inviter Madame Tribala, elle va vous dire exactement l'inverse, Madame Tribala. Comme d'ailleurs un certain nombre d'autres sociologues, d'autres démographes, qui viennent vous dire exactement l'inverse. Qui viennent vous dire que l'immigration, évidemment, coûte à la France, et que d'ailleurs c'est si vrai que le gouvernement n'a eu de cesse, et tous les gouvernements, de refuser à ces chercheurs de pouvoir obtenir des chiffres fiables. Donc soit on manipule les chiffres, soit on les cache. Comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est ce que dit Madame Tribala, dont vous ne pouvez pas quand même la soupçonner qu'elle soit proche du Front National, puisqu'elle vient de la gauche. Elle aussi. Pour les étudiants étrangers, Marine Le Pen, tiens, une donc rappeler, Marine Le Pen, que vous êtes présidente du Front National et que vous faites les gros titres de l'actualité. En effet, d'après le baromètre d'images du Front National 2014 réalisé par TNS Sofres pour Le Monde, France Info et Canal+, et publié hier après-midi dans Le Monde, 1 Français sur 3 adhérerait donc à vos idées. Autrement dit, un tiers des Français a voté ou serait prêt à voter pour votre parti. Notre sondage, celui du Cevipof paru fin janvier dernier, faisait part, à l'inverse, d'un sentiment parfois mitigé à votre égard. Près d'un Français sur 2 pense que le Front National représenterait un danger pour la démocratie. À cela s'ajoute tout de même la course municipale, où vous devez essayer de coller à vos ambitions, qui pour l'instant ne sont pas totalement réalisées sur les listes à remplir et à présenter pour ces élections. Et puis vous vous êtes prononcé, et ce sont des sujets d'actualité tout récents, sur le vote contre l'immigration de masse en Suisse, pour lequel vous avez salué la lucidité des Suisses en appelant, on l'a appris encore hier, à faire un référendum en France sur cette question. Alors Marine Le Pen, faut-il en croire ce que dit Le Monde qui débarre au fond son analyse sur vous? Êtes-vous un paradoxe si l'on comprend que l'entreprise de dédiabolisation a fonctionné pour vous, que les gens vous trouvent plutôt sympathique, chaleureuse dit-on, mais que le Front National ne convainc pas encore tout à fait à la même hauteur sur les idées? Ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir le même sondage sur l'UMP et le PS, voyez-vous. Car je suis tout à fait sûr que sur toute une série de sujets,
l'UMP et le PS seraient très largement en dessous des taux d'adhésion que recueille le Front National. Notamment sur ces près de 60% de Français qui pensent que le Front National est proche des préoccupations des Français, s'attache à leurs problématiques réelles, de la vraie vie, comme je disais, puisque je présentais le Front National comme le parti de la vraie vie. Donc ce que je crois, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir cette courbe et de voir que année après année, le Front National se rapproche du pouvoir. Voilà, je crois que c'est cela qu'il faut en tirer, c'est-à-dire se rapproche de seuils électoraux qui sont de seuils de potentiels électoraux, pour être tout à fait juste, qui sont des seuils qui envoient des présidents de la République à la tête de l'État. Or, c'est le seul objectif du Front National, arriver au pouvoir pour appliquer ses idées. Marine Le Pen, et donc, on peut que se réjouir de cela. Ce paradoxe, 34% des personnes interrogées donc, qui adhèrent aux idées du Front National, mais la moitié qui considèrent qu'il représente quand même le Front National un danger pour la démocratie. Est-ce que c'est le symptôme de ce qui est souvent décrit au Front National, une certaine divergence de point de vue entre vous et la base du parti ? Non, c'est juste la conséquence que nous sommes David contre Goliath. Nous sommes seuls à nous défendre, il faut bien le dire, contre une quasi-unanimité, notamment médiatique, je le rappelle ici quand même particulièrement, où le Front National est systématiquement présenté. On sait bien que tout le monde... Vous ne répondez pas vraiment à la question. Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Tout le monde n'adhère pas vraiment pourquoi foncièrement. Vous me coupez ? Parce que vous ne voulez pas que je dise que dans le bureau du service politique de France Culture, il y a les affiches de la dernière présidentielle de tous les candidats, jusqu'à Eva Joly, M. Dupont-Aignan, M. Poutou, M. Sarkozy, etc. Sauf l'affiche de Marine Le Pen. C'est ça que vous n'avez pas envie que je dise. Eh bien, je le dis en public. Elle était payante, votre affiche, voilà. Marine Le Pen, dans vos meetings. Elle est payante. Il fallait les payer pendant les meetings. Mais n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est très révélateur. Est-ce qu'il y a une coupure entre vous et la base du parti politiquement ? Vous acceptez dans la définition que vous faites, vous, de la démocratie, tous les mouvements politiques, mais que vous rejetez le Front National. Eh bien, quand ça s'est répété tous les jours, il y a un certain nombre de gens qui peuvent être effectivement sensibles à cette analyse, mais ils sont de moins en moins nombreux. Ce qui prouve d'ailleurs que toutes ces campagnes de diabolisation ne fonctionnent pas. Et je m'en réjouis bien sûr, car elles sont profondément injustes. Et l'on va très certainement, tenant compte que ça ne fonctionne pas, le système va finir par aller sur le fond. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parler du fond des idées. Or, je remarque également que sur le fond des idées, il y a de plus en plus de Français qui sont majoritairement d'accord avec les grandes options qui sont celles du Front National, qu'il reste encore de la pédagogie à faire sur un certain nombre de sujets qui bien souvent sont caricaturés ou sont quasiment sous omerta, et c'est le cas de l'euro. Vous dites le débat n'est pas interdit, mais ce que vous avez fait n'est pas un débat. C'est une prise de position. Non, ça c'est une chronique. Oui, mais c'est une prise de position absolument partiale sur un sujet qui, il faut l'admettre, n'a pas encore fait l'objet d'un débat en France, comme ça a été le cas en Italie, comme c'est le cas en Allemagne. Mais le 8h15, 8h45 sera consacré à cette question-là, ne vous inquiétez pas, Marine Le Pen. Mais tout de même, non, pour continuer, il y a, rappelons, 40% des personnes interrogées pour le sondage que je citais, vous trouvent sympathique, chaleureuse, honnête, inspirant confiance, et pensent que vous avez de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la France. Bon, champagne, formidable, mais c'est vrai tout de même qu'on lit ensuite qu'il y a 64% des Français qui n'approuvent pas tout sur la question, par exemple, justement de l'euro, ou 72%, alors on peut, après les chiffres, vous me direz, mais quand même, qui rejettent la question de la priorité nationale en matière d'emploi. Est-ce que ça veut dire que, encore une fois, vous avez réussi effectivement très bien à vous faire entendre, à vous faire accepter, et la preuve en est que vous êtes ici comme partout ailleurs, mais que sur la question des idées, il y a encore du travail, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas synchrones tout à fait entre le Front National, ce qu'est le Rassemblement Bleu Marine et vous-même. Non, parce que d'abord, c'est le choix du monde d'avoir posé ces questions-là, parce que je remarque qu'on n'a pas interrogé les Français sur l'adhésion à d'autres idées fondamentales du Front National. Le protectionnisme intelligent, les Français sont pour au niveau national, pas seulement au niveau européen, ils sont majoritairement pour, mais ça n'a pas été testé. Plus de France, moins d'Union européenne, ça n'a pas été testé, les Français sont majoritairement pour. La laïcité restaurée, ça n'a pas été testé, les Français sont majoritairement pour. La tolérance zéro, c'est pareil, la régulation forte de la mondialisation. Alors prenons un cas, par exemple, la priorité nationale. Mesure que les Suisses viennent de décider par référendum d'ailleurs. La manière dont la question est posée, je la conteste. Car on pose la question aux Français en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour que les Français aient une priorité d'accès à l'emploi par rapport aux immigrés ? Ça veut rien dire comme question. Parce qu'il y a des Français qui sont immigrés.
Bon, or, ça n'est pas ça la priorité nationale. C'est accorder un accès prioritaire à l'emploi aux Français par rapport aux étrangers. Voilà, à compétences égales. Vous voyez que déjà là, il y a un problème sur la formulation de la question. Quant à la question que vous aimeriez poser en référendum sur l'immigration ? C'est le sens de la demande de référendum. Écoutez, moi, si on pouvait demain organiser un référendum exactement du même type que celui qui a été organisé en Suisse sur l'arrêt de l'immigration de masse et la priorité nationale en même temps, évidemment, je m'en réjouirais. D'ailleurs, j'ai lancé sur le site du Front National une pétition à ce sujet. Comment vous analysez la réaction des patrons suisses qui sont inquiets et qui disent il y a quand même un intérêt à l'immigration, à l'arrivée comme ça de main-d'œuvre, on en manque ? Et il y a un problème à ce niveau-là. C'est plus qu'un intérêt, ils sont catastrophés. Ah oui, ils sont catastrophés. Vous vous rendez compte, on va pas pouvoir utiliser l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Oh, c'est catastrophique. Suisse, ça va. Non, mais non, madame. Non, mais vous dites ça n'est pas vrai. Car pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de Français vont en Suisse, vous le savez bien, c'est parce que les salaires en Suisse sont bien plus importants que les salaires en France. Bon marché, c'est quand même une aide au pouvoir d'achat des plus pauvres. Comme de cobayes. La réalité, c'est que c'est un échec. Vous vouliez faire de la France un pays de service. Vous aviez juste oublié la réalité de l'économie, à savoir qu'il n'y a pas de service quand il n'y a pas d'industrie. Voilà, c'est une erreur. Et je pense que tous ceux qui ont contribué à cette erreur devraient être décrédibilisés à tout jamais. Alors, Agnès Benassi-Kéré ? Alors, comme vous lisez attentivement les publications du CEPI, vous savez que l'essentiel des importations ne sont pas des biens de consommation finale, mais des intrants pour les entreprises. Donc, les obliger à acheter français leur ferait perdre en réalité de la compétitivité. Et l'autre point, il y a une évaluation qui a été faite sur la mondialisation pour aller dans le sens de Brice Couturier. La mondialisation pour le pouvoir d'achat, c'est environ 1 mois de salaire médian. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors parlons de la compétitivité. Vous parlez donc de ces fameuses importations qui ne sont pas des produits finis. Je suis d'ailleurs d'accord avec vous, ces chiffres-là ne sont pas contestables. Mais pourquoi on ne les fabrique pas ? Parce que je vous signale que dans l'automobile, c'est ce qui s'est passé. On a ouvert totalement les frontières, on a mis en concurrence tout le monde, on a mis en place un euro qui est extrêmement cher et qui du coup rend nos entreprises non compétitives. Elles sont donc allées chercher du matériel à l'étranger, matériel qui avant était fabriqué en France. C'est exactement l'effet inverse que je veux voir mettre en œuvre. Alors moi, ce surcroît de compétitivité, il m'intéresse bien entendu, mais moi je l'obtiens grâce à la monnaie. Car il y a une chose qui est sûre, encore une fois, à coût égal, eh bien le même produit fabriqué en zone dollar vaut $1 et ce même produit fabriqué en France vaut $1,30. Je ne vois pas comment on peut être compétitif dans ces conditions. Par conséquent, il y a 3 manières de récupérer de la compétitivité. La déflation salariale, c'est d'ailleurs ce que dit la Commission européenne, très gentiment, très simplement. La baisse du système de protection sociale ou la dévaluation de la monnaie. Eh bien, moi, je préfère agir sur la monnaie parce que je trouve que baisser les salaires et baisser le système de protection sociale, c'est scandaleux, c'est antisocial, c'est jeter les gens dans la précarité, vous voyez ? Et je pense très honnêtement que ainsi nous récupérerions effectivement avec 20% de dévaluation 20% de compétitivité, là où on cherche à en obtenir avec 50 milliards du pacte de responsabilité, où on en obtiendra 3 petits pourcents ridicules qui évidemment ne permettront pas à nos entreprises d'être compétitives. Mais ce sera plus efficace par une baisse de l'euro que par un éclatement de la zone euro. Non, madame, parce que vous savez bien que la baisse de l'euro, l'Allemagne n'en voudra pas. Et que la BCE est indépendante, que par conséquent, il faudrait que tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour demander à ce que la BCE abandonne son indépendance. Pas du tout. Mais si, bien sûr que oui. Évidemment, vous le savez. Et que la BCE fasse du quantitative easing. Or, vous savez que la Constitution allemande interdit cela. Par conséquent, vous proposez une solution utopique, sachant pertinemment que la solution que vous-même vous proposez entraînera l'explosion de la zone euro. La quantitative easing n'est pas interdite. Je voudrais reparler un peu de politique et même de philosophie politique, si vous voulez. On est à France Culture après tout. Alors, quand j'ai lu votre programme, je suis tombé sur des expressions qui m'ont vraiment étonné, comme mettre fin au dogme de la concurrence libre et non faussée qui promeut en réalité la loi de la jungle. J'ai cru lire un pamphlet altermondialiste, mais en le lisant et surtout en vous écoutant à l'instant parler de la logique nationale et étatiste, je me suis souvenu de 2 slogans. La
France seule et politique d'abord. Alors la France seule, c'est un pari sur l'égoïsme national qui ne prend pas évidemment en considération le fait que nos partenaires en Europe en particulier pourraient faire de même que nous. Si on monte nos droits de douane, ils vont en faire autant. Bien entendu, si on dévalue, ils vont en faire autant. Et puis politique d'abord, c'est cette vieille idée maurassienne qui promet que les lois de l'économie peuvent être pliées par la force de la volonté politique. C'était les deux grands slogans de Charles Maurras dans les années 20 et 30, le dirigeant de l'Action française, politique d'abord et puis l'égoïsme national. Ces deux slogans, on a vu dans les années 20 et 30 que le programme de Maurras était inapplicable dans le contexte de la France en Europe des années 20 et 30. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au début du XXIe siècle, entamer la même logique maurassienne se heurterait fortement à la réalité du monde économique dans lequel nous vivons. Vous êtes à peu près le seul type en France qui est d'accord avec M. Valls. Marine Le Pen. En l'occurrence, c'est une espèce d'obsession des années 30. C'est marrant parce que vous vivez avec un rétroviseur comme ça. Écoutez, prenez un rétroviseur qui va moins loin et regardez la politique du général de Gaulle. D'accord, on peut en parler. Il arrive au pouvoir, il fait 40% d'évaluation. Tout le monde peut se réclamer du grand homme. Mais voilà, tout le monde le fait, c'est facile. Mais je veux dire, à la limite, très honnêtement, De Gaulle était le premier à dire qu'il n'a pas à se soumettre à l'économie, qu'il ne s'agissait pas de se soumettre à l'économie, que c'est le politique, évidemment, qui a un pouvoir supérieur à l'économie. Et Dieu merci, d'ailleurs. Permettez-moi, parce que quand on voit ce qui se passe, quand on a donné le pouvoir à l'économie, moi, je préfère effectivement que ce soit la politique et donc la démocratie, cher monsieur. C'est comme la loi de la physique, on ne peut pas les tordre à volonté. Monsieur, vous êtes un ultralibéral antidémocrate, parce que si le peuple ne peut pas décider pour lui-même, s'il ne peut pas effectivement dans un certain nombre de cas, tout en conservant une économie de marché, une libre entreprise, il y a des lois de l'économie comme des lois de la physique. On ne peut pas faire voler les gens. C'est peut-être que ce serait agréable qu'on puisse voler et que la gravité serait des lois insupportables. Monsieur Moscovici, l'économie n'est pas une science, voyez-vous, car si c'était une science, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est au mieux un art, et que manifestement de moins en moins de gens maîtrisent. On ignorait les lois on fait courir de grands risques au pouvoir d'achat des Français, par exemple. Vous me dites non, c'est l'euro qui fait courir un grand risque au pouvoir d'achat des Français, parce que le pouvoir d'achat des Français, il s'est effondré depuis que l'euro est arrivé, car les coûts ont explosé, monsieur. Le pouvoir d'achat, il s'effondre quand on est à 5 millions de chômeurs officiels, ce dont vous n'avez pas l'air d'ailleurs de critiquer, ce qui est quand même assez ahurissant. Vous me parlez des partenaires en Europe, mais monsieur, aux élections européennes, il y a énormément de pays qui porteront en tête de leurs élections des mouvements qui défendent exactement les mêmes vues que les miennes. Car le patriotisme économique est une revendication des peuples d'Europe. La maîtrise des frontières est une revendication des peuples d'Europe. Donc la montée des antagonismes nationaux est une perspective que nous devons craindre. Mais pourquoi des antagonismes, monsieur ? Moi, je suis en très bonne relation avec ces dirigeants de mouvements qui vont demain arriver en tête dans leur pays. La dévaluation compétitive, vous ne pensez pas qu'ils vont en faire autant ? Mais monsieur, non, je ne le crois pas. Je crois que les nations peuvent librement, et tout en étant souveraines, parler entre elles, trouver des points d'accord. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit quelques technocrates qui décident pour les peuples. C'est cela que je ne veux pas. Et c'est ça que la Suisse a rappelé lors de ce référendum. Voilà. Et vous êtes en fait le défenseur de l'oligarchie, et moi je suis le défenseur ce matin de la démocratie. Ah oui, écoutez, ça va faire au moins une dépêche AFP. Benoît Bouscarel. Parlons un peu de politique et des municipales, puisque là, il a beaucoup été question en filigrane des élections européennes. Les municipales seront quand même avant, 23 mars et 30 mars. On en est à 150 listes au dernier pointage du Front National dans les villes de plus de 3500 habitants. Ça, c'était mi-janvier. On en est où là aujourd'hui, monsieur, combien de listes seront présentées par le Front National ? Parce qu'on demande ça comme ça au quotidien, au jour le jour, un peu comme les parrainages au Front National. Êtes là, on vous pose la question. On ne demande jamais aux autres partis politiques. Alors moi je vous dis, soyez un tout petit peu... Non, jamais. Enfin nous aussi, mais vous ne nous écoutez pas. Non, vous ne demandez jamais aux partis politiques.